Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre panel portant sur l'applicabilité d'un indice de durabilité au Canada, événement qui fait suite à la publication de notre rapport sur le sujet le 22 octobre dernier. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Julie-Christine Denoncourt, je suis chargée de projet en réduction à la source chez Équiterre et je vous remercie aujourd'hui d'être présente et présent avec nous. C'est toujours très motivant de pouvoir partager le fruit de notre travail puis de voir qu'autant de personnes sont intéressées par ce qu'on fait. Donc, avant de passer au panel, je voudrais d'abord reconnaître que les bureaux d'Équiterre dans lesquels je me trouve actuellement sont situés sur des territoires autochtones non cédés par voie de traité que nous appelons de nos jours Montréal et Québec, là où différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous reconnaissons que les premiers peuples protègent leur territoire depuis des temps immémoriaux et utilisent leur savoir traditionnel pour garder les terres et les eaux. Nous sommes reconnaissantes et reconnaissants de vivre sur ce territoire et tenons à poursuivre nos efforts pour le protéger. En tant qu'organisation préoccupée par la justice environnementale et sociale, Équiterre respecte les importants liens entre le passé, le présent et l'avenir. Nous prenons acte du chemin qu'il reste à parcourir pour mettre en œuvre notre mission tout en bâtissant des relations avec les premiers peuples dans l'humilité, la bienveillance et le dialogue. Donc aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre trois panélistes. La première est ma collègue Amélie Côté, donc elle est spécialiste et porte-parole pour les dossiers liés à la gestion des matières résiduelles et à la consommation chez Équiterre. Et elle cumule 15 années d'expérience dans le domaine, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat social. Ayant œuvré dans les milieux associatifs, gouvernementaux et de la participation citoyenne, elle travaille à faire avancer les politiques publiques en lien avec notamment la réduction à la source, la consigne des contenants de boissons et l'accès à la réparation. Elle détient aussi une maîtrise en environnement et un baccalauréat en gestion publique. Donc, bonjour Amélie. Notre deuxième panéliste est Merali Murray Hall. Elle est anthropologue au sein de Humain Humain, une boîte de consultation spécialisée en sciences sociales et qui utilise des méthodologies qualitatives, éprouvées et sensibles, comme l'ethnographie, afin d'approfondir la compréhension des comportements et des savoirs tacites des individus dans une grande diversité de contextes sociaux. Donc, dans le cadre de cette étude-ci, Merali a co-réalisé avec son collègue Francis Thérien la portion de l'étude qualitative qui visait à interroger 25 consommatrices et consommateurs à travers le Canada en vue de documenter l'applicabilité d'un indice de durabilité et son influence potentielle sur les comportements d'achat. Bonjour à toi, Merali, et merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Notre dernier panéliste est Marc Journeau. Il est professeur titulaire à l'École de comptabilité de l'Université Laval. Il est responsable au Centre de recherche en comptabilité et développement durable, co-directeur de Mouvement Entreprises vertes Québec et co-titulaire du Réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Ses expertises couvrent la stratégie, le développement durable, la comptabilité verte et l'économie circulaire. Ces projets cherchent notamment à montrer les impacts environnementaux, mais aussi sociaux et économiques de l'adoption d'une démarche organisationnelle et territoriale en développement durable et en économie circulaire. Ces projets s'intéressent aussi aux outils et cadres réglementaires favorisant une transition vers une économie plus durable et circulaire. Parmi ceux-ci, plusieurs se sont justement intéressés aux outils et cadres réglementaires associés à la durabilité et à la réparabilité des biens. Donc, bienvenue Marc et merci à toi aussi d'être avec nous. Avant de passer la parole à Amélie et d'entamer le panel, je dois aussi vous dire que nous allons avoir une période de questions à la toute fin de la présentation. Donc, pendant le panel, je vous invite à écrire vos questions dans le module qui s'appelle « Questions » qui se trouve en bas à droite de votre écran et non pas dans le module « Chat », donc vraiment dans le module « Questions ». Et je reviendrai à la fin de la présentation pour poser certaines de vos questions à nos panélistes. Donc, encore un grand merci d'être avec nous aujourd'hui et sans plus tarder, je te passe la parole, Amélie, pour lancer notre panel. Merci beaucoup, Julie-Christine. Donc, bonjour à tous et à toutes. Très contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter, d'avoir l'occasion de présenter plus en détail les résultats de la recherche qui a été diffusée il y a 2 semaines maintenant. Donc, je voulais commencer par remercier nos partenaires de recherche qui sont présents aujourd'hui. Donc, Marc et Merali et les différentes personnes qui ont travaillé à cette recherche-là.
Donc, votre contribution a été vraiment essentielle, puis ça a permis aussi d'aller plus loin dans le travail, l'analyse qui a été faite. On a également eu la chance de bénéficier du soutien de personnes expertes que sont Éric Lachapelle et Claudia Desménés pour réviser, analyser le rapport et s'assurer qu'il ait le plus de crédibilité possible aussi. Donc, merci à tous et à toutes qui ont contribué à la recherche. Et je dois également souligner qu'Équiterre a reçu du financement en vertu du programme de contribution pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles d'innovation, sciences et développement économique Canada. Donc, ce financement qui a permis de mener cette recherche au courant des dernières années. Donc, un petit plan de présentation du webinaire aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec un contexte de l'étude, puis passer la parole à Marc qui présentera les résultats de la revue de la littérature. Mérali, elle présentera de son côté ce qui est ressorti des entrevues avec les consommateurs et consommatrices. Je reprendrai la parole pour présenter les recommandations qui découlent des résultats de la recherche qui a été menée par les différents partenaires de recherche. Et il y aura une période de questions et de discussions à la fin. Donc, comme Julie-Christine le mentionnait, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. S'il y a des questions de précision, si on a l'occasion, on pourra également y répondre dans le module de questions. Donc, au niveau du contexte, ça fait plusieurs années qu'Équiterre s'intéresse à la question de la durabilité des biens. Ça a commencé en 2018 avec une publication, en fait, une étude sur l'obsolescence des appareils électroménagers et électroniques qui a lancé le bal, en fait, et puis dans laquelle on avait identifié la réparation comme un levier d'action très concret et une piste donc à creuser parce que l'obsolescence programmée, il faut le démontrer après coup qu'il y a eu une intention délibérée de réduire la durée de vie d'un bien, alors qu'en travaillant sur la mise en marché de biens qui sont plus réparables, on agit en amont pour prolonger leur durée de vie. Donc, c'est ce qui a mené en 2022 à la diffusion de l'étude sur l'accès à la réparation des appareils électroménagers et électroniques. Donc, une étude pan-canadienne, encore une fois. Et dans celle-ci, une des recommandations était de mettre en place un indice de durabilité. On a proposé ça en s'inspirant de ce qui se passe en France. Marc aura l'occasion de le présenter un petit peu plus en détail, mais depuis 2021, il existe un indice de réparabilité pour plusieurs catégories d'appareils électroniques, électroménagers. Et en 2025, il y aura un indice de durabilité dans un premier temps pour les laveuses et les téléviseurs. Donc, on trouvait que c'était une solution qui était porteuse pour prolonger la durée de vie des biens. On a également un contexte législatif et politique qui est favorable au Québec, tant au Québec qu'au Canada. En fait, au Québec, on a eu une loi qui a été adoptée, la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens. Au niveau fédéral, il y a eu des consultations sur le droit à la réparation, donc plusieurs changements à venir au courant des prochaines années. Donc, on voit vraiment que c'est une période charnière et les résultats de l'étude visent vraiment à alimenter cette réflexion-là pour que des recommandations concrètes soient mises en place au courant des prochaines années. Donc, quelques faits saillants pour entamer un peu, pour présenter en fait d'où on vient avec ces réflexions-là. D'abord, dans l'étude sur la réparation de 2022, on apprenait que 3 Canadiens et Canadiennes sur 5 avaient fait face à au moins un bris d'appareil au courant des 2 dernières années. Et très peu avaient eu recours à la réparation. Seulement une personne sur 5 qui avait fait face à un bris avait fait réparer leurs appareils. Et le bris, il arrive très tôt aussi dans la durée de vie de l'objet, donc 2,6 années en moyenne après son acquisition. Donc vraiment, un constat que les biens sont peu durables, brisent très tôt et comparativement en fait à la durée de vie qui est attendue des consommateurs et consommatrices. Donc, on a posé la question dans un sondage et, par exemple, pour un petit appareil électronique, on s'attend à ce qu'il dure au moins 7 ans. Un appareil électroménager de grand format, ce serait plutôt autour de 13,5 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir des biens qui durent plus longtemps? C'est la question à laquelle on a voulu répondre. Et un des leviers, c'était vraiment d'avoir plus d'informations aussi au moment de la décision d'achat.
Maintenant, en juillet dernier, avec Recyc Québec, on a diffusé les résultats d'un sondage sur la perception, puis en fait les critères d'achat des biens, des appareils électroménagers électroniques, encore une fois. Et ce qu'on apprenait, c'est que la fiabilité, la durabilité, c'est le deuxième critère d'achat après le prix. Ce qui est tout à fait logique parce que quand on achète un bien qui nous coûte cher, on souhaite qu'il dure le plus longtemps possible. Et il y a une belle ouverture aussi, donc 73% des Canadiens et Canadiennes qui mentionnent que l'affichage de la fiabilité aurait une influence sur leur décision d'achat. Donc, la clé, c'est d'avoir des biens qui sont, oui, réparables, mais durables aussi, parce que la réparabilité, c'est beaucoup moins un critère d'achat que la fiabilité. Donc, et tout ça, évidemment, ça permet d'amortir l'impact environnemental associé à la fabrication d'un bien sur une plus longue durée. Ça génère des économies aussi pour la population, donc plusieurs bénéfices, autant sociaux qu'environnementaux. Donc, au travers de cette recherche, l'objectif principal, c'était de mettre en évidence des conditions d'efficacité d'un indice de durabilité ainsi que son applicabilité potentielle dans le contexte canadien. Et je m'arrête là pour l'instant. Donc, je passe la parole à Marc pour la présentation des résultats de la revue de la littérature. Merci beaucoup, Émilie. Donc, comme le disait Amélie, pour faire le pont, donc notre objectif, en fait, c'était de mettre en évidence les conditions d'efficacité d'un indice de durabilité et de son applicabilité potentielle dans le contexte canadien. Donc, Amélie, je pense qu'elle a bien fait la mise en contexte, mais effectivement, l'indice de durabilité n'est pas encore effectif nulle part dans le monde. Donc, on s'attend à ce qu'en 2025, il y ait un indice de durabilité sur certains produits en France. Donc, c'est quelque chose d'émergent, mais qui est vraiment dans le discours là, du temps actuellement, principalement en Europe à ce moment-ci. Donc, la Belgique aussi, vous allez voir en boîte, veut emboîter le pas avec un indice de durabilité en suivant les principes de l'indice de durabilité français. Et l'Europe aussi parle d'un semblant d'indice de durabilité là, qui veut être mis en œuvre là, à travers les différents États européens. Donc, c'est ça le contexte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la revue de littérature que nous avons réalisée, il n'y avait pas tant de documentation sur les résultats d'un indice de durabilité puisqu'ils étaient c'est pas encore effectif. Donc, on a dû élargir notre scope dans le fond de recherche pour aller chercher tout ce qui est tout outil d'évaluation et d'information de la durabilité des produits. Donc, ce qu'on appelle affectueusement les OEIDP. Donc, on va utiliser ce terme-là là, dans la présentation. Donc, les outils d'évaluation et d'information de la durabilité des produits. Donc, comme élément de référence pour venir aller chercher ces conditions d'efficacité-là qui pourraient être applicables pour l'indice de durabilité. Donc, en sous-objectif, on a travaillé sur, on a regardé dans quelle mesure, finalement, un indice pourrait avoir un potentiel d'impact sur le comportement d'achat de la population canadienne plus spécifiquement, et sur les pratiques aussi des entreprises, dans quelle mesure ça pourrait venir changer leur façon de concevoir et de planifier la conception des produits. On a travaillé également sur les fameux critères. Donc, on a analysé ces fameux OEIDP-là. On a regardé quels étaient leurs facteurs de succès et d'échec. Et on a regardé dans quelle mesure l'indice de réparabilité et de durabilité français, mais aussi européen, pouvait être inspirant, intéressant pour le contexte canadien. Donc, voilà pour nos travaux. Donc, j'étais pas seul pour faire ce travail-là. J'ai été appuyé très fortement et largement par Liane Clarisse-Mouchon, qui était professeure de recherche au CERCED, au Centre de recherche en comptabilité du développement durable, dont je suis le responsable, et par Chloé Stu, qui est professeure assistante à l'École de Polytechnique de Paris et qui est une spécialiste de tout ce qui touche durabilité et réparabilité, notamment en Europe. Donc, nous ne sommes pas arrêtés seulement à une revue de la littérature, mais nous avons aussi fait des entretiens semi-dirigés auprès d'une dizaine d'experts en Europe et en Amérique du Nord, experts en réparabilité et en durabilité. Donc c'est venu appuyer notre revue de littérature que nous avons fait, revue de littérature qui a porté sur non seulement sur ce que la recherche académique a dit, mais aussi sur des rapports, bien sûr, provenant de différents organismes et
experts là, en pratique. Et comme je le mentionnais, nous avons identifié des outils d'évaluation et d'information de la durabilité des produits, donc les OEIDP. Et donc, on a identifié 28 outils différents. Et ça a été notre source de base de données pour pouvoir identifier les conditions d'efficacité associées à la mise en œuvre d'un OEIDP. Donc, voilà pour la méthode. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Donc, premier élément, on s'arrête sur quel est l'intérêt finalement des consommateurs pour la durabilité. Donc, il y a une revue de la littérature de plus en plus grande là-dessus, notamment sur les OEIDP, comme je le disais, mais aussi un petit peu plus spécifiquement sur un éventuel indice de durabilité. Et ce que la littérature nous dit là-dessus, c'est que les produits sont perçus, comme le disait tantôt Amélie, là, comme étant de meilleure qualité, qui entraînent des économies d'argent, et ça amène aussi une réduction du temps et de l'effort pour la réparation. Et comme le disait Amélie aussi tout à l'heure, ce qui est important de comprendre, c'est que la réparation, c'est qu'un produit soit réparable en quelque sorte, c'est pas ce que les consommateurs recherchent en premier lieu. Ce qu'ils recherchent, c'est vraiment la fiabilité, donc la durabilité des produits dans le temps. La réparabilité étant plutôt perçue comme un mal nécessaire, donc comme un moyen pour assurer une durabilité. Et donc, ce qu'on cherche avant tout chez le consommateur, c'est un produit qui va avoir une longévité dans le temps, une durabilité dans le temps le plus long possible. Et cette recherche-là est d'autant plus importante lorsqu'on s'arrête sur des produits plus onéreux. Donc, par exemple, pour les appareils électroménagers, le critère de fiabilité là, était prioritaire pour 53% des répondants d'un sondage important qui avait été mené en Europe. Et c'était le cas aussi pour les ordinateurs à 47%. Donc, on voit que pour les produits là, un petit peu plus onéreux, là, ce critère de fiabilité-là et de durabilité devient important. Maintenant, les fameux OEIDP que nous avons recensés, on en a recensé 28, comme je le disais. On en a recensé la moitié qui était sur des bases volontaires. Donc, ce sont des outils volontaires, donc pour lesquels une entreprise ou un produit pourrait être assujetti ou non, selon la volonté du fabricant. Il y a une dizaine d'initiatives qui sont propres à des partenaires privés. Donc, on prend par exemple le score de durabilité de Fnac Darty, par exemple, ou l'indice de durabilité de Decathlon. Donc, ce sont des initiatives privées qui touchent les produits offerts par ces différentes entreprises-là, par exemple. Et nous retrouvons 4 OEIDP obligatoires, donc incluant le fameux indice de réparabilité en France qu'on a parlé, l'indice de durabilité qui est déjà, dans son indice de réparabilité qui existe déjà depuis 2021 en France, l'indice de durabilité qui va rentrer en vigueur en 2025 pour 2 produits, l'étiquetage européen, donc qui inclut le volet durabilité, on va en parler tout à l'heure, et l'éventuel indice de durabilité belge qui va suivre les traces en quelque sorte de l'indice de durabilité français. Donc, c'était notre base de données, comme je le disais, là, pour regarder les autres éléments de notre recherche. Parmi ces OEIDP-là qui sont volontaires, soit issus d'une démarche privée ou obligatoire, ce que la littérature fait largement ressortir, puis qui est élément qui a été confirmé aussi par les entretiens que nous avons réalisés, c'est qu'un OEIDP obligatoire a plusieurs avantages que les autres n'ont pas. Donc, le premier élément, c'est que l'obligation d'afficher finalement des informations sur la durabilité des produits, ben, ça force en quelque sorte les entreprises là, à améliorer leur performance environnementale, beaucoup plus que dans le cas d'un OEIDP volontaire, par exemple. Ça crée aussi des conditions équitables pour l'ensemble des entreprises, donc c'est pas asymétrique, hein, donc on retrouve finalement une équité sur les informations qui doivent être divulguées, donc ce qui permet aussi d'accroître la confiance que la population a envers ce dispositif, et ça réduit la symétrie d'information. Donc, l'ensemble des produits divulguent les mêmes types d'informations, puis de la même façon aussi. Donc, ce qui facilite grandement la décision d'achat des consommateurs. Et finalement, ben, ça facilite aussi la mesure des effets associés à la mise en œuvre d'un tel type d'OEIDP, puisque ces informations-là sont disponibles pour l'ensemble des produits d'une catégorie visible. Donc, la littérature et les experts faisaient vraiment ressortir les avantages d'avoir un OEIDP obligatoire.
Maintenant, en termes d'échelle d'application, ce que nos entretiens et notre revue de la littérature fait ressortir, c'est qu'on devrait privilégier une application par catégorie de produits, et non une application, par exemple, universelle sur l'ensemble des produits. Donc, pourquoi viser des catégories de produits? C'est qu'on peut être beaucoup plus précis dans les critères d'application et donc probablement beaucoup plus instructif, donc beaucoup plus clair sur les informations qui vont être transmises aux consommateurs. Alors que si on vise une application universelle, donc appliquer les mêmes critères, les mêmes analyses pour l'ensemble des produits, bien, il risque d'y avoir un peu plus de bruit en quelque sorte dans les informations fournies et probablement beaucoup moins de précision aussi. Et ce qu'on privilégie, c'est aussi une application graduelle, donc pas nécessairement d'appliquer mur à mur au départ un indice, un OEDP obligatoire par exemple, mais d'y aller plutôt par certains produits au départ et ensuite d'élargir sur des différentes catégories de produits et sur différents produits au sein même d'une catégorie de produits. Maintenant, si on y va dans une application graduelle, ben, on se doit de choisir au départ certains produits, puis la littérature et les experts nous ont fourni un certain nombre de ces critères-là de sélection. Donc, ce qui ressort principalement, c'est qu'on devrait privilégier les produits qui sont fréquemment utilisés, qui sont remplacés aussi fréquemment, qui tombent souvent en panne, qui sont sujets à l'obsolescence esthétique et psychologique, comme je disais tantôt, qui ont une certaine valeur, donc une valeur plus élevée, et qui ont une empreinte environnementale importante à la fabrication, mais pas nécessairement en termes d'utilisation. Ce qui fait en sorte que même si le produit dure longtemps dans le temps, il n'y a pas d'effet rebond à utiliser un produit finalement qui pourrait peut-être être remplacé par un produit qui a plus faible impact environnemental à l'utilisation. L'exemple classique de ça, c'est la voiture. Là. Donc, une voiture qui a une vingtaine d'années, ben, probablement qu'il y a un impact environnemental à l'utilisation beaucoup plus élevé qu'une voiture plus récente. Donc, il faut faire attention quand même à cet aspect d'effet rebond. Maintenant, comment développer un OEDP? Ce que la littérature nous dit, c'est qu'on devrait largement favoriser une approche participative, et ça pour beaucoup de raisons. Donc, la première raison des avantages d'avoir une approche participative et donc de co-construction de l'OEDP avec les parties prenantes, c'est que ça démocratise en fait cet OEDP-là et ça le légitimise dans le temps. Donc, ça accroît sa reconnaissance et sa légitimité. Et ça favorise son adhésion par les parties prenantes, puis ça facilite en définitive son adoption. Et ça accroît la transparence qui est, dans le fond, le facteur crucial pour accroître la crédibilité de l'OEDP, et donc la confiance. Parce que pour qu'un consommateur puisse considérer les informations fournies par un OEDP spécifique, bien, il faut que le consommateur ait confiance en l'information, et donc cette transparence-là apparaît comme étant cruciale pour pouvoir y parvenir. Autre élément qui va être important à considérer lors du développement d'un OEDP, c'est la représentativité des parties prenantes. Donc, c'est important que l'ensemble des parties prenantes concernées soient inclus dans cette approche. Et c'est un élément, encore là, majeur pour les consommateurs pour accroître leur confiance envers l'outil, envers le OEDP. Et finalement, pour s'assurer d'une représentativité lors de cette approche de co-construction, mais ce sera important de soutenir certaines parties prenantes qui sont peut-être moins, qui ont peut-être moins de temps ou qui ont peut-être moins de ressources pour pouvoir participer à ce genre de co-construction, d'approche participative. Et donc, ce que la littérature des experts ont mentionné, c'était de pouvoir soutenir financièrement certains types d'organisations de la société civile qui sans ce soutien financier-là, ne pourraient pas participer aux travaux. Et donc, ça enlèverait des voix et des regards importants sur cette approche de co-construction. Maintenant, si on regarde les critères, donc quels devraient être les critères qui devraient être inclus dans un OEDP pour bien mesurer cet élément de durabilité dans le temps? Donc, ce que la littérature nous fait ressortir à travers l'analyse de nos 28 OEDP, c'est que les critères qui ressortent le plus souvent, ce sont les critères de fiabilité, donc qui sont traduits en termes de robustesse des produits, en quelque sorte, donc qui ressortent 21 fois, la réparabilité qui ressort 19 fois, et la durée de vie d'usage et du produit qui ressort 15 fois, et finalement le critère d'évolutivité ou d'amélioration de l'OEDP qui ressort 13 fois.
Et là, ce que je veux faire ressortir aussi comme élément majeur qui ressort de la littérature et aussi de l'entretien avec nos experts, c'est de l'importance de considérer les coûts de la réparation. Donc, on voit que c'est pas un critère qui ressort le plus fortement dans notre analyse. Par contre, ce que la littérature mentionne largement, c'est que le coût de la réparation, c'est un frein majeur à la réparation en Europe et au Canada, enfin partout dans le monde, et que si on n'en tient pas compte, on aura bien beau mettre en place un OEDP, mais ça n'apportera pas ses fruits. C'est-à-dire que les gens vont peut-être être plus enclins, finalement, le consommateur va être plus enclin à aller remplacer son produit que le faire réparer si le coût de la réparation n'est pas adressé. Donc, aspect important à considérer. Maintenant, tantôt, on a parlé d'indices de réparabilité et de durabilité français. Donc, réparabilité, comme je le mentionnais, qui est effectif en France depuis 2021, et indice de durabilité qui va rentrer en vigueur en 2025 pour 2 produits plus spécifiques. Je voulais juste m'arrêter ici peut-être pour vous donner un peu les différences entre ces deux indices, juste pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, l'indice de réparabilité inclut les critères de disponibilité de la documentation, la disponibilité des pièces, le fameux prix des pièces que je viens de mentionner, la démontabilité du produit, puis il y a des critères spécifiques là, pour chaque catégorie de produits. Donc, de là, l'idée d'avoir des éléments d'information plus spécifiques par catégorie de produits. C'est ce qui est le cas pour l'indice de réparabilité français. L'indice de durabilité, lui, reprend l'ensemble des critères de l'indice de réparabilité qui est à gauche sur votre diapositive et l'inclut dans un critère, qui est le critère de réparabilité, qui est le deuxième critère qu'on voit sous l'indice de durabilité, mais auquel on a ajouté 2 autres critères. Donc, les critères de fiabilité et les critères d'amélioration, donc l'évolutivité, en quelque sorte, du produit en tant que tel. Et donc, l'idée étant derrière, pourquoi on est arrivé avec un indice de durabilité, c'est qu'on s'est dit que c'est bien beau qu'un produit soit réparable, mais si au bout du compte, il n'est pas plus durable dans le temps, on n'est pas arrivé à nos fins. Puis d'un autre côté, on pourrait avoir des produits très, très, très durables, mais très peu réparables. Et finalement, il y aurait un score de réparabilité plutôt faible, mais qui pourrait être quand même durable dans le temps. Et donc, ça paraissait contre-intuitif, en quelque sorte, d'avoir seulement un indice de réparabilité, parce que ça pouvait apporter des décisions d'achat erronées, en quelque sorte. Donc, en juxtaposant finalement la notion de durabilité, donc de fiabilité dans le temps, avec la notion de réparabilité, on trouvait un bon équilibre entre ces 2 critères-là. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, et Amélie également, le critère le plus important pour le client, c'est la fiabilité. La réparabilité était, comme je le disais, un mal nécessaire pour contribuer à la fiabilité des produits. Et finalement, le 3e critère, qui est le critère d'amélioration, il est relativement important. La littérature a fait ressortir aussi son importance, pour qu'il soit fiable dans le temps et surtout s'assurer de ne pas être assujetti à une désuétude esthétique ou psychologique, par exemple. C'est important que le produit puisse évoluer dans le temps. Donc, dans le cas d'un smartphone, par exemple, un téléphone portable, il faut s'assurer que les mises à jour du logiciel puissent bien se faire pour s'assurer que les fonctionnalités du téléphone en question puissent percoler dans le temps, en quelque sorte. Donc, voilà la distinction entre l'indice de réparabilité et l'indice de durabilité français. Maintenant, lorsqu'on vient, si on rentre un petit peu plus dans le détail, dans l'articulation des critères dans les différents OEIDP, il y a différentes articulations possibles. Okay? Donc, on peut avoir une articulation tout ou rien, c'est-à-dire que pour être reconnu ou pour être validé, il faut que l'ensemble des critères soient cochés, en quelque sorte, donc soient valides. C'est le cas dans les OEDP de type certification au label. Okay? Donc, on donne l'exemple de Blue Angel ici, un OEDP allemand. Donc, on obtient la certification lorsque un certain nombre de critères sont remplis. Bon, les avantages ou les inconvénients d'un tel OEDP, c'est que, en fait, le principal des avantages, c'est que une fois que j'obtiens cette certification-là, il n'y a pas vraiment d'incentive à poursuivre mon amélioration environnementale ou l'amélioration de la durabilité du produit. On a un deuxième type d'articulation qui est incontournable ou minimale.
Dans ce cas-ci, on doit obtenir un certain nombre encore là, de critères cochés avant d'obtenir une reconnaissance. Mais par la suite, on peut avoir une graduation dans la reconnaissance. Donc, c'est le cas de l'OEDP de EPEAT, par exemple, où je peux avoir différents niveaux de bronze, argent, or, en quelque sorte, là, de la certification que j'obtiens. Donc, ça a l'avantage d'offrir un certain incitatif à s'améliorer. Ça permet aussi de se distinguer selon le niveau de certification. Dernière possibilité, c'est ce qu'on va appeler l'approche par critères optionnels. Et dans ce cas-ci, c'est tout simplement d'obtenir une certaine notation, une note, en quelque sorte, comme c'est le cas pour l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité français que je viens de présenter, on obtient une note, en quelque sorte. Dans ce cas-là, tous les critères sont optionnels, donc plus j'en remplis de critères, plus j'obtiens une note. Et c'est mon résultat global ensuite qui va comparer, qui va me distinguer d'un produit à l'autre. Donc, ça a l'avantage de favoriser la poursuite de l'amélioration du produit. Plus ma note est élevée, mieux c'est. Et de favoriser une appréciation différenciée de l'ensemble des produits visés. Donc, on a vraiment, avec cette note-là, une différenciation qui est plus claire pour le consommateur. Maintenant, en termes d'affichage, il y a plusieurs critères importants à considérer que la littérature et les experts ont fait ressortir là, pour l'affichage des OEDP. Premièrement, c'est important que ça soit simple. Il faut que l'affichage soit le plus simple possible, le plus compréhensible possible pour les consommateurs, et ça, c'est excessivement important. Sinon, l'OEDP va devenir incompris. Il faut que l'affichage soit pertinent aussi, donc afficher la bonne information. Et ça, c'est pas si simple que ça. Si je prends un indice de durabilité qui est affiché ici à la droite, en bas à la droite de la slide, on affiche ici une note globale, okay, qui est qui inclut les fameux critères que j'ai mentionnés tantôt de l'indice de durabilité. Mais il faudrait se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas aussi inclure les cotations des sous-critères éventuellement. Et de là, donc, l'importance de délivrer de l'information supplémentaire, qui est un autre élément important. Donc, il faut falloir rendre disponible, c'est important de rendre disponible, en fait, l'ensemble d'informations aux consommateurs de différentes façons, que ce soit en scannant un code barre ou en mettant à disposition de la documentation papier en magasin ou sur une plateforme électronique, par exemple, comme c'est le cas en France. On retrouve en fait l'ensemble des produits visés par l'indice de réparabilité sur une plateforme en ligne où les consommateurs peuvent aller consulter l'ensemble de ces informations-là. Finalement, le troisième élément qui est pas banal, c'est le code de couleur. Donc, ça prend un code de couleur clair et surtout bien discriminant. Juste pour illustrer mon propos rapidement ici, l'indice de réparabilité français avait une problématique au départ où, par exemple, pour les smartphones, tous les produits avaient été notés 6 ou plus. Et donc, et 6 ou plus, ça donne une cote verte sur l'affichage, donc différentes couleurs de vert. Cela dit, quand on le voit vert, on se dit que dans le fond, c'est un produit qui répond, qui semble bien. Hein, bon. Donc, qui n'est pas rouge, ni orange, ni jaune. Donc, au final, ça semble bien. Alors ici, il manquait de discrimination. Ça fait en sorte qu'on a dû revoir, en fait, l'affichage de couleurs de cet indice. Maintenant, si j'arrive sur une comparaison des critères et l'affichage de l'indice français versus ce qu'on va appeler l'indice européen de durabilité, mais qui est plutôt à travers une étiquette européenne. Donc ici, on va inclure des critères de fiabilité et de réparabilité à travers une étiquette énergétique qui existe déjà en Europe. Donc, c'est ce qu'on voit à la droite ici. Alors qu'à la gauche, on voit que l'indice de durabilité va être communiqué à travers une cote, donc 9,5 sur 10 par exemple ici, et basé sur différents critères qui sont affichés en dessous de cette cotation. Alors, quels sont les avantages ou les inconvénients de l'un ou l'autre de ces indices-là? Disons qu'en termes d'avantages, le volet français est peut-être plus simple à comprendre puisqu'on a une note, comme on disait, comparative, alors que ici on ajoute du côté européen des informations supplémentaires sur une fiche signalétique existante. L'indice français couvre aussi plus largement certains critères qui ne sont pas couverts par l'indice de durabilité
surtout au niveau de la maintenance, au niveau de l'entretien. On inclut aussi le critère de la garantie commerciale puis le processus de qualité qu'on ne retrouve pas là, dans l'indice européen. Également, un aspect qui est important, c'est la prise en compte du coût de la réparation, un critère que j'ai mentionné précédemment qui était super important. Dans le cas de l'Europe, on a une notion de prix raisonnable qui existe dans une autre législation qui touche plus l'éco-conception. Et ce qu'on dit dans cette législation-là, c'est que le prix de la réparation ou le prix de la pièce, en fait, dans ce cas-ci, doit être raisonnable. Mais le terme raisonnable reste à définir et donc plutôt flou. Alors que dans l'indice français, on a un critère en A4 qui est le prix des pièces détachées. Donc, ce prix-là est pris directement en compte dans l'évaluation de l'indice de durabilité. Donc, ça nous apparaît ici plus efficace, plus performant comme prise en compte du fameux critère coût de la réparation. Alors, rapidement, parce que le temps file, donc, comment mettre en œuvre maintenant un OEDP? Dans ce cas-ci, au niveau canadien, par exemple, si on arrivait à cela, bien, ça va être important de mettre en place des contrôles sur cet outil. Donc, des contrôles indépendants pour s'assurer que l'information qui va être communiquée à travers cette OEDP-là soit fiable, soit crédible, soit de qualité. Et non seulement que l'outil pour calculer une éventuelle cote, par exemple, soit fiable et de qualité, mais que l'affichage aussi soit performant et adéquat. Affichage de notes, mais affichage également sur toute l'information finalement qu'on devrait rendre disponible aux consommateurs. Il faut s'assurer d'une évolutivité, donc s'assurer que cette OEDP-là, un indice de durabilité par exemple, soit revu de façon systématique pour s'assurer qu'il évolue bien dans le temps, que l'affichage soit adéquat, que la notation soit adéquate dans le temps, etc. Et bien sûr, il faudra informer, sensibiliser et éduquer l'ensemble des parties prenantes afin de faire connaître et comprendre cette OEDP-là et bien sûr, favoriser une accessibilité de l'information à l'ensemble des consommateurs et des parties prenantes visées. En terminant, ce que nous avons regardé dans nos travaux, c'était quel était l'impact ou les effets attendus d'un OEDP, par exemple un indice de durabilité, au Canada. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à ça sur le comportement des consommateurs au Canada? Bon. Évidemment, au Canada, on n'a pas pu y répondre puisqu'on n'avait pas d'historique, comme je disais précédemment. Donc, on s'est fié à des éléments provenant de littérature un petit peu plus large, donc auprès d'un sondage, par exemple, réalisé en 2022 auprès de 17 pays européens. Et ce que ce sondage-là mentionne, c'est que 70% des répondants qui seraient prêts à payer plus cher pour un produit ayant un indice de réparabilité et durabilité plus élevé. Et si on regarde plus spécifiquement l'historique de l'indice de réparabilité français qui existe depuis maintenant plus de 3 ans, bien, ce qui en ressort, c'est que cet indice-là a été utile pour aider les consommateurs à choisir des produits plus durables. C'est le choix des produits généralement le choix des produits que les consommateurs vont faire, c'est les produits qui bénéficient d'un meilleur indice de réparabilité. Donc, ce qui donne un indice que d'afficher cet indice-là amène des changements de comportement chez les consommateurs. Les consommateurs sont plus enclins à acheter un produit d'une marque non envisagée initialement, même s'ils sont relativement attachés à une marque, si cet indice de réparabilité-là est meilleur, bien sûr, que leur marque initiale. Ils sont prêts donc à renoncer à leur marque préférée. Et on a vu aussi une hausse des ventes en ligne des produits plus réparables depuis l'entrée en vigueur de l'indice. Et finalement, ben, on a vu une augmentation de la proportion des produits vendus étant plus réparables. Donc, on voit que la mise en place d'un indice, dans ce cas-ci de réparabilité, mais éventuellement d'un indice de durabilité, semble avoir des effets là, sur le comportement des consommateurs et peut-être éventuellement sur les entreprises. Donc, c'est l'objet de ma dernière diapositive. Encore une fois, ici, on a peu d'historique, mais ce qu'on voit dans certains OEDP, c'est que ça semble amener des changements de comportement dans les entreprises. Donc, par exemple, le score de réparabilité d'iFixit a fait en sorte que il y a certaines entreprises qui ont mis en œuvre des pratiques pour améliorer leur score, le score d'iFixit dans ce cas-ci. Donc, on donne l'exemple dans la littérature de Microsoft. Au niveau de l'indice de réparabilité en France,
ça fait en sorte que l'indice de réparabilité moyen des produits vendus a augmenté dans le temps, donc ce qui semble faire en sorte de montrer que les entreprises se sont emparées de la question et ont changé leur comportement. C'est devenu aussi, cet indice-là est devenu un vecteur de concurrence entre les marques. Donc, les gens essaient d'augmenter leur score parce qu'ils veulent se différencier de leurs concurrents. Et même dans le cas de l'indice de durabilité qui va entrer en vigueur en 2025, et ce qu'on remarque là jusqu'à maintenant, puis plusieurs experts nous ont mentionné cela également, c'est qu'il y a des entreprises qui ont tenté en amont, avant même l'arrivée de l'indice de durabilité, de transformer leurs pratiques et d'amener des pratiques d'éco-conception dans leurs produits afin de se préparer, afin d'obtenir peut-être une note, une cotation supérieure lorsque ça va entrer en vigueur en 2025. Donc, en conclusion, ce que notre revue de la littérature et ce que les entretiens avec les experts nous ont permis de montrer, c'est qu'il y a un intérêt grandissant des consommateurs pour la durabilité. On a pu faire ressortir, et c'est ce que je viens de vous présenter, plusieurs conditions d'efficacité associées à la mise en œuvre de nos EDP. Donc, le fait que ça devrait être obligatoire, que ça devrait être participatif, que ça devrait être simple visuellement, qu'on devrait avoir de l'information accessible, que ça devrait être un processus contrôlé et évolutif dans le temps, puis que ça devrait être compris et accepté. Et finalement, que la mise en œuvre de nos EDP peut influencer en fait le comportement des consommateurs et éventuellement des entreprises également. Donc voilà, ça conclut pour moi. Je te recède la parole, Amélie. Oui, ben je vais tout de suite inviter Mérali à prendre le relais pour présenter. Ben merci Marc d'abord pour cette présentation détaillée là. Comme c'est mentionné dans le chat, le rapport est déjà disponible en ligne. Julie-Christine a mis le lien. Et donc voilà, j'invite Mérali à présenter les résultats de la démarche qui a été faite auprès des consommateurs et consommatrices. Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente. On va plonger dans les consommateurs, les résultats des entrevues en fait, et aussi des insights autour de cette partie d'études-là qui a été faite spécifiquement par des entretiens. Donc, l'objectif du mandat de cette recherche-là, c'était vraiment d'éclairer l'intérêt, l'importance et l'influence de l'information sur la réparabilité et la durabilité des biens dans les décisions d'achat des consommateurs et des consommatrices au Canada. Donc, on a interrogé 25 consommateurs et consommatrices pour des entretiens d'environ 1 heure à 1 heure et demie. C'est ça, pour évaluer l'applicabilité de cet indice de durabilité et son influence potentielle sur leur comportement d'achat. Donc, les forces de cette étude-là, en fait, c'est quand même un échantillon relativement vaste. Là, vous allez le voir dans les dimensions signalétiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ait pu aller chercher aussi une variabilité de critères pour des personnes de régions éloignées où l'accès aux ressources neuves, appareils et pièces de remplacement, par exemple, est plus difficile. Donc, ça a comme un peu bonifié les perspectives qu'on peut avoir dans ce type d'études-là. Avec des entretiens, on contourne aussi certaines dimensions de la désirabilité sociale. Donc, généralement, on a accès à plus de franchise, plus d'honnêteté. Les mises en situation, vous allez voir, on a présenté des mises en situation différents participants et participantes. Ça a été très efficace parce qu'on a vraiment pu être en mesure de voir les vraies couleurs, les vraies valeurs derrière qui émergeaient au cours des entretiens. Ça nous a permis aussi d'ajouter quelques questions spécifiques là, aux réalités particulières des personnes, par exemple, des suggestions de nouveaux paramètres à l'indice, aussi l'importance de l'industrie de seconde main. Il y a des gens qui vont pas nécessairement acheter neuf. Donc, c'est toutes des dimensions qui ont émergé et c'est intéressant parce que vous allez pouvoir faire des liens avec tout ce que Marc a mentionné aussi tout à l'heure. Donc, il y a vraiment aussi une durabilité qui est différemment perçue selon les types d'appareils. Donc, il y a beaucoup de nuances à ce niveau-là. Même la notion de garantie d'un appareil peut être associée à un gage de durabilité et toutes ces informations-là se sont modulées au cours des entretiens. Donc, c'était vraiment très intéressant. Évidemment, il y a des limites à cette étude-là. C'est un échantillon non probabiliste. 25 personnes, on s'entend, on peut pas être représentatif. Ça peut pas être non plus généralisable. C'est pas l'objectif. Il y a eu certaines confusions aussi au cours d'entretien là, entre les différentes temporalités qu'on suggérait aux consommateurs et consommatrices. On va le voir tout à l'heure en détail. Les références symboliques et concrets autour des termes en français et en anglais. On parle de fiabilité,
et de durability en anglais veut pas nécessairement dire tout à fait la même chose que durabilité en français. Donc, c'est toutes des dimensions qui ont été soulevées. Je parlais de désirabilité sociale tout à l'heure. Il y a aussi, c'est difficile de pas d'être contre la vertu. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même un biais pour la durabilité dans les entretiens. Et ça n'a pas été beaucoup discrédité, quoique ça a été énormément questionné. Donc, on a questionné la certification, la fiabilité, d'où ça venait, tout ça. Donc, il y a aussi des croisements de variables qui sont qui sont relativement impossibles là, parce que certaines données étaient inconstantes ou imprécises. Donc, c'est toutes des dimensions là, qui viennent limiter la portée de cette étude-là. On va rentrer rapidement dans la méthodologie. Donc, juste pour positionner un peu les méthodes qualitatives, on vise vraiment à comprendre en profondeur les comportements. On s'intéresse au comment, au pourquoi et aussi à certaines raisons derrière certains comportements, tandis que les méthodes qualitatives, on cherche vraiment à aller chercher des grandes tendances, une compréhension étendue. Fait que je voulais juste mentionner ça. Dans ce type-là de recherche, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas représentatif. Par contre, ce qu'on veut chercher, c'est vraiment une diversification des témoignages. Fait qu'on cherche vraiment à aller chercher une typologie d'expériences et de perspectives possibles. On ouvre vraiment toutes les dimensions pour aller s'informer davantage sur la variabilité des discours, des représentations que les personnes peuvent avoir en lien avec la durabilité. Au niveau du recrutement des participants, on est allé par plusieurs façons, mais principalement par des groupes Facebook, soit d'intérêts divers ou vraiment des groupes associés à des provinces ou des territoires. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intérêt spécifique. Les gens se regroupent par territoire, par province pour partager des idées, donc quelques-uns sur la vente, la réparabilité d'appareils électroménagers. Ensuite, on est allé vraiment par boule de neige, donc les acteurs et les actrices eux-mêmes nous suggéraient des personnes à contacter par contact interposé. Puis, on a combiné à ça un échantillonnage plus systématique, là, où on allait chercher des individus aux trajectoires complexes, par exemple, ou qui font partie d'associations, de membres de groupes d'intérêt ou même des personnes ressources qui sont vraiment incontournables. Et on est aussi allé chercher des personnes qui n'étaient pas du tout intéressées à ce type de sujet-là ou qui avaient des opinions vraiment très divergentes. Donc, et on a mobilisé évidemment certains réseaux de l'ensemble de l'équipe. Alors, ici, vous avez un peu on va aller vraiment très rapidement sur ces diapositives-là, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on est vraiment allé chercher presque l'entièreté des provinces et des territoires au Québec, seulement l'Ontario, le Saskatchewan. Les participants étaient généralement entre 30 et 49 ans, mais on a quand même des personnes qui avaient dans leur 80aine. Donc, c'était quand même intéressant d'avoir aussi leur perspective et des personnes évidemment plus jeunes. C'était des entretiens qui étaient en anglais et en français, principalement de milieux urbains et une proportion assez égale de femmes, d'hommes et de personnes qui ne souhaitaient pas s'identifier. Généralement des locataires, évidemment aussi des propriétaires, des personnes relativement instruites, en tout cas qui avaient en partie été dans le milieu universitaire et plusieurs personnes aussi appartenant à une minorité, donc 1/5 quand même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est allé aussi explorer la dimension, une certaine dimension, une diversité ethnoculturelle, ce qui nous a amené à écouter des stratégies et illustrer des stratégies de personnes qui n'ont pas vraiment de réseau social et de personnes de confiance à qui se référer pour répondre à leurs questions lorsqu'ils achètent un appareil. Donc ça, c'était quand même très intéressant de voir c'était quoi leur stratégie pour avoir accès à certaines informations névralgiques quand on achète un appareil. Donc, les personnes étaient de revenus assez diversifiés, là, mais principalement entre 25 et 75 000 $ par année étaient leurs revenus. Les entretiens se déroulaient en 3 temps. Donc, on visait à identifier les critères d'achat pour une laveuse, mais aussi pour un ordinateur. Fait que ça se faisait vraiment par des mises en situation qu'on va voir. Donc, de manière hypothétique, puis dans une situation passée. Ensuite, on leur proposait une mise en situation et ensuite, on les questionnait sur leur intérêt envers la durabilité et l'indice de durabilité proposé.
Alors, pour ce qui est de la question hypothétique, on leur demandait, imaginez-vous que vous deviez remplacer votre ordinateur portable ou votre laveuse et que vous vous rendiez en magasin ou en ligne pour acheter un nouveau. Donc là, vraiment, sans aucun outil visuel, comment effectuez-vous votre choix dans les différents produits? Quels sont vos critères d'achat? Ensuite, on leur posait une question. La dernière fois où vous avez acheté un ordinateur ou une laveuse ou un électroménager pour effectuer votre choix, vous souvenez-vous avoir manqué d'informations ou au contraire, vous aviez l'ensemble des informations à votre disposition? Quels auraient été les éléments qui vous auraient aidé dans votre choix? Et en deuxième instance, on leur présentait cette mise en situation. Donc, ça, c'est la mise en situation autour de la laveuse. Donc, vous avez le choix de ces 4 modèles-là. Lequel choisiriez-vous? Pourquoi? Quels critères étaient déterminants dans votre choix? Et on leur demandait de le classer par ordre d'importance. Fait que là, vous voyez un peu à gauche, en bas de chaque appareil, une indice de durabilité, donc qui n'était pas nommé. On les amenait vraiment à l'identifier par eux ou par elles-mêmes. On faisait la même chose pour l'ordinateur portable. Donc, vous avez le choix et ça répond grosso modo à l'ensemble de vos intérêts et à vos besoins, lequel vous choisiriez. Et on leur demandait ensuite de le classer par ordre d'importance. Les résultats et faits saillants de leur réponse. En fait, d'abord, la compréhension de la durabilité, avant de recevoir une description de l'indice de durabilité, comme je vous disais, on leur mentionnait pas qu'il y avait un indice de durabilité, on leur expliquait pas au début en quoi il consistait. Donc, la majorité des participants et des participantes ont évoqué qu'ils souhaitaient qu'un appareil soit durable ou décrivaient certaines dimensions de la durabilité. Et c'est quoi un appareil durable pour la majorité des personnes? Donc, c'est fabriqué à partir de matériaux de qualité, c'est solidement assemblé, c'est réparable, ça consomme moins ou peu d'énergie, c'est facile d'entretien. Donc, les critères les plus importants qui sont ressortis, bien d'abord, c'est sûr que la marque demeure le critère le plus important de ce que nous, on a pu constater. Il y a un attachement à la marque, il y a une nostalgie, il y a une familiarité. On va vraiment aller vers la marque qu'on connaît déjà. Le prix a été la principale considération lorsqu'on les questionnait de manière hypothétique, mais ensuite, ça changeait dans les mises en situation et l'indice de durabilité devenait le premier ou le deuxième choix là, assez rapidement pour une bonne quantité de personnes. Donc, les raisons pour lesquelles on désire ou on exige la durabilité, d'une part, plus l'appareil coûte cher, plus on est tenté de le vouloir durable. On est vraiment dans des vérités de la palisse avec le montant investi. Donc, plus le coût est élevé, plus je vais avoir envie de payer moins souvent. Donc, un appareil cher, je vais vraiment vouloir qu'il dure longtemps. Ensuite, le temps d'utilisation, ça c'est quand même intéressant parce que ça peut vraiment changer en fonction des personnes. Mais moi, je passe tellement de temps devant mon ordinateur que je suis prêt à payer plus cher pour la durabilité parce que je veux que ça dure dans le temps. Donc, c'est vraiment une des dimensions qui peut interférer. Et ensuite, il y a l'utilisation intime qui a été nommée par plusieurs personnes, hein? La dimension des données privées qui est associée à certains appareils. Donc, la durabilité, elle peut être influencée par l'utilisation perçue comme intime ou un ordinateur ou plus fonctionnel quand on touche, par exemple, à une laveuse ou une sécheuse. Et ça peut être aussi d'autres dimensions, ça peut être aussi le contraire. C'est-à-dire que c'est en fonction... la durabilité ou les critères vont différer selon la catégorie d'appareil, mais dans ce cas-ci, c'est les électroménagers qu'on favorise parce qu'on a moins de connaissances sur sa réparabilité. Donc, la laveuse, j'ai pas de connaissances tant que ça pour réparer. Un ordinateur, j'ai un peu plus de connaissances, ça me dérange pas la longévité, mais je préfère quand même qu'il soit réparable. Donc c'est des dimensions qui viennent interférer. Je mentionnais tout à l'heure que la garantie, ça peut être perçu aussi comme un gage de durabilité, de robustesse. Hein. C'est très important qu'on me propose une garantie qui s'étend sur des années. Pour moi, c'est un gage de robustesse. Je me dis, s'il me garantit le produit 5 ans, c'est qu'il est sûr. Quand il n'y a pas de garantie, je deviens plus réticente. Fait qu'on s'attend vraiment à ce que la garantie vienne influer sur ces dimensions-là, et particulièrement dans les territoires éloignés ou lorsque les ressources neuves sont difficiles d'accès. Il y a aussi certains détaillants comme Costco qui représentent un gage de durabilité un peu de facto
et où ils offrent aussi une qualité-prix pour les appareils, puis une garantie de service après-vente. Donc, c'est toutes des dimensions qui viennent aussi influer sur la durabilité. En ce qui a trait à l'indice, pour l'intérêt pour l'indice de durabilité, c'est sûr que l'intérêt pour l'indice de durabilité a été vraiment partagé par l'ensemble des participants et participantes auxquels on a parlé. Donc, il y a quand même un besoin d'information sur la fiabilité et la durabilité des objets avant même qu'on présente l'indice. Les premières impressions, il y a seulement 4 personnes qui ne l'ont pas vu, hein, où il a fallu vraiment qu'on le montre, qu'on l'identifie avec ces personnes-là. Et 6 personnes l'ont remarqué vraiment rapidement ou immédiatement. Donc là, c'est 2 exemples de récits de personnes qui disent « Maintenant que je vois la durabilité, je n'y portais pas attention, je vais changer de choix de marque dans ce cas-là en raison de la fourchette de prix et de la durabilité que je vois. » Ou en anglais, on mentionne qu'il y a vraiment des présomptions assez positives sur l'indice de durabilité et ça vient vraiment influer sur le choix de l'appareil en question. L'adoption maintenant de l'indice de durabilité en cours d'entretien, c'est sûr qu'il y a énormément de questions sur l'indice. Donc, on demande la validité, la fiabilité, la légitimité de l'indice, c'est quoi sa méthodologie, la neutralité aussi, c'est qui la régit, qui la définit. Donc, il y a vraiment ces questions-là de scepticisme qui émergent. Questions sur le calcul aussi de l'indice, les données qui servent à ce calcul-là, c'est quoi vos calculs? Donc, une écrasante, mais toutefois, là, une écrasante majorité adopte l'indice après l'explication des 3 composantes. Il y a même un moment où, à plusieurs reprises, là, il y a des personnes qui me disent « Ah, je l'ai déjà vu, cet indice-là, j'y fais déjà confiance. » C'est pour vous dire à quel point c'est quand même, ça fait déjà partie un peu de l'univers. Fait que c'est sûr qu'il y a ce besoin-là d'informations et d'informations précises et détaillées, là. Puis, il y a aussi que c'est perçu comme, cet indice-là, c'est aussi perçu comme un travail qui est déjà fait à l'avance de recherche, là. Si c'est fiable, ça fait la recherche pour moi, finalement. Il y a aussi certaines résistances à l'indice de durabilité. On a eu des anecdotes assez particulières, là, dont je fais état ici, là, de personnes qui sont quand même relativement âgées, fait qu'on ne pourrait pas évidemment généraliser, mais de personnes qui ont des énoncés écologistes très, très forts au début de l'entretien et au moment où ils réalisent, par exemple, que leur marque favorite, en l'occurrence Apple, est pas très durable. Et là, on discrédite tout l'ensemble de ce qu'on a dit sur l'écologie et on adopte le Apple. T'sais. Fait qu'il y a vraiment certaines personnes qui ont agi de cette façon-là en cours d'entretien. Fait que la marque va être priorisée sur la durabilité. Mais il y a aussi le contraire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement d'allégeance à la marque. Donc, sachant pour moi que ça va être Apple, la première chose qui me frappe ici, c'est que Apple a une cote orange et c'est bien sûr le plus cher et ça m'agace tellement que je vais prendre un autre ordinateur. Donc, payer 2 fois le prix pour une cote de durabilité, 2 fois pire, c'est vraiment agaçant. Fait que, bon, c'est des choses qui arrivent en cours d'entretien. Et la relation amoureuse avec Apple et les systèmes aussi d'exploitation, bon, vous êtes probablement au courant, là, il y en a qui parlent d'une prison, puis tout ça, puis il y a cette tension-là dans l'entretien, là. Parfois, les gens se tiennent la tête, ils veulent s'arracher les cheveux, ils savent pas comment choisir en lien avec la durabilité puis leur marque favorite. Ça peut être parfois rigolo. Il y a aussi eu des mentions d'ajout, de dimension, des paramètres à l'indice. Par exemple, cette personne qui mentionnait « Je suis assez déçue qu'il n'y ait pas un paramètre qui tienne compte de la manière dont les métaux précieux qui entrent dans la fabrication des ordinateurs sont obtenus, tant sur le plan environnemental que dans les conditions des travailleurs. » Donc, ces dimensions-là ont été quand même nommées. Et puisque notre échantillon est quand même assez vaste de part et d'autre partout au Canada, je trouvais que c'était quand même intéressant de mettre de l'avant les réalités des provinces et territoires. Hein. Quand on parle du Nunavut, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Donc, tout ce qui est les questions autour de l'efficience des appareils, de l'utilisation de l'eau, c'est très important. Il y a vraiment une rareté de cette ressource-là. À l'île du Prince-Édouard, on parlait beaucoup de prix de l'électricité, territoire du Nord-Ouest également. Là, on chauffe beaucoup au mazout, donc c'est vraiment au niveau de la consommation d'énergie. Puis en Terre-Neuve et Labrador, là, c'est vraiment l'accès carrément aux ressources d'achat et de réparation qui est vraiment très, très difficile. Donc, c'est des dimensions
qui ont été mentionnés. Donc, en conclusion, l'indice apparaît comme une réponse aux informations recherchées par les personnes participantes. Pour trouver les informations dont elles ont besoin, les personnes misent surtout sur des sites web contenant l'avis de d'autres consommateurs, consommatrices et sur des personnes de confiance pour leur donner des conseils, vraiment des personnes autour d'eux et d'elles. En somme, l'adoption d'un indice de durabilité par les personnes interrogées paraît raisonnablement acquise, mais même si certaines stratégies devront être mises en place pour en faciliter l'appropriation. Merci beaucoup. Merci Mérali, merci Marc encore une fois. C'était vraiment intéressant d'avoir aussi le point de vue puis la perspective des personnes qui ont vraiment creusé ces sujets, ces aspects dans le cadre de la recherche. Donc, à partir finalement des résultats des deux volets de recherche et évidemment du contexte législatif dont je parlais en introduction, on a voulu formuler des recommandations pour un peu avoir un processus de développement et de mise en œuvre d'un indice de durabilité au Canada. Donc, ce sont des éléments dont vous avez entendu parler, mais qui font l'objet d'une recommandation un peu plus structurée. Donc, au niveau de la nature et de la portée de l'indice, on propose évidemment une échelle d'application canadienne, donc pour que toute la population ait accès à l'information concernant l'indice de durabilité, qu'il soit aussi donc obligatoire, encadré dans la législation pour que par catégorie d'objets, encore une fois, comme le mentionnait Marc, on puisse comparer les différents types de biens. Donc, si on a, par exemple, toutes les laveuses qui ont un indice de durabilité, ça nous permet de voir celle qui a une note de 3 sur 10 versus celle qui a une note de 8 sur 10 et voir si ce qui nous intéresse le plus au niveau des critères. Et au niveau du développement, évidemment, avec les entrevues aussi avec les personnes expertes dans la littérature, le fait d'avoir un processus participatif, ça facilite l'adhésion des parties prenantes et ça donne le plus de crédibilité aussi à l'indice en tant que tel. Donc, d'avoir des parties prenantes qui sont représentatives, oui, de l'industrie, mais également de la société civile, des organismes environnementaux, de protection du consommateur, des personnes qui ont de l'expertise en design, en réparation aussi. Et un des points qui est ressorti, étant donné que le processus de développement d'un indice de durabilité, ça requiert beaucoup de temps et d'énergie qui est mobilisé par des organismes qui sont parfois sans but lucratif, dont ce n'est pas l'activité principale. Donc, ce qui avait été proposé par des personnes expertes, c'est de prévoir aussi une compensation pour les organismes environnementaux ou les organismes, en fait, à but non lucratif, dont la mission est vraiment de défendre les intérêts de la population. Donc, il ne va pas avoir d'avantage à ce que, à part évidemment de répondre à sa mission, mais qui ne va pas tirer profit de la mise en place d'un indice de durabilité finalement. On propose aussi un système de notation basé sur l'approche des critères optionnels pour permettre une meilleure différenciation entre les produits. Et la question aussi qui est ressortie, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec ce qui relève d'obligations légales. Si, par exemple, on dit les pièces doivent obligatoirement être disponibles pendant un nombre X d'années au Québec ou au Canada, ce nombre d'années-là devrait être la valeur minimum de l'indice ou de la note, en fait, du critère spécifique pour qu'il y ait aussi place à ce que les fabricants qui proposent des biens dont les pièces sont disponibles pendant plus longtemps aient une meilleure note. Donc, faut qu'il y ait une différenciation possible finalement entre les résultats obtenus ou encore juste de retirer les critères, les notes associées, en fait, les critères ou les éléments qui relèvent d'obligations légales pour permettre encore plus de différenciation, de distinction entre les biens. Ensuite, on peut s'inspirer du travail qui a été fait au niveau des critères existants. On a quand même 28 outils d'évaluation et d'information de la durabilité des produits qui ont été analysés. On a beaucoup d'informations là à ce sujet.
et avoir une pondération des critères adaptés qui tient compte de l'enjeu qui a été souligné par Marc, qui est le prix de la réparation. Notamment, dans l'étude de 2022, on voyait que c'était le deuxième frein au recours à la réparation après la perception d'irréparabilité. Donc, si on sait que notre bien est réparable parce que on a les détails de la note au niveau de l'indice de durabilité et qu'en plus, on a un prix de la réparation qui est accessible, bien, ça va permettre aussi d'avoir un meilleur recours à la réparation. Donc, avoir une pondération des critères adaptés, évidemment. Ensuite, au niveau de l'affichage de l'indice, avoir une notation qui est agrégée, comme ce qui a été présenté au niveau de l'indice de durabilité et de réparabilité. Ça permet aussi d'avoir une information qui est plus claire. Évidemment, avoir des informations complémentaires aussi, donc un code qui peut être scanné ou de l'information qui est disponible si on va en magasin derrière le comptoir, par exemple, pour avoir le détail de l'indice de durabilité afin de comparer les biens. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. Après, pour l'adapter au contexte canadien, on ne s'est pas prononcé à savoir quel type de note ce serait préférable d'avoir. Donc, est-ce que c'est une note de 1 à 10 comme on le voit en France ou de A à E, par exemple? Donc, pour ça, il faudrait faire une étude complémentaire pour voir comment designer la notation de l'indice de durabilité pour qu'il soit facilement compréhensible pour la population, avec évidemment un code de couleur aussi de rouge à vert qui est quand même universel et tenir compte des apprentissages de ce qu'on a vu avec l'indice de réparabilité, c'est-à-dire qu'il y ait que le changement de couleur permette une réelle distinction entre la durabilité des biens pour ne pas produire les écueils qui ont été observés là, au niveau de l'indice de réparabilité. Ensuite, au niveau de la mise en œuvre et de la planification en amont, une des critiques qui a été faite beaucoup de l'indice de réparabilité, c'est le fait que ce sont les fabricants qui s'attribuent eux-mêmes la note. Donc, le calcul de la note, mais également le contrôle doit être fait, selon nous, par un organisme qui est indépendant. Et un réexamen aussi périodique de la méthodologie peut permettre de faire des ajustements parce que comme ce sont des éléments qui sont testés, on veut s'assurer qu'ils sont encore valides. Et puis, comme on le souhaite aussi, l'objectif, c'est que les biens mis en marché soient de plus en plus durables, de plus en plus réparables. Donc, si éventuellement tout le monde atteint les meilleures notes pour certains critères, il faut les actualiser pour qu'il y ait un effet de prolongation de la durée, en fait, d'avoir des biens qui sont plus durables et plus réparables au fil des années. Donc ça pourrait être fait à tous les 4 à 6 ans, ce qui est comparable dans les autres OEIDP. Et évidemment, ça prend le déploiement d'une stratégie de sensibilisation auprès de la population, auprès des parties prenantes pour faire connaître un indice de durabilité, aussi valoriser la réparation, les différentes pratiques qui permettent de faire en sorte que les biens durent plus longtemps. Donc, tous ces éléments-là, en plus d'une plateforme qui collecterait l'ensemble des notes des indices de durabilité qui permettrait de les comparer aussi, ce sont des éléments qui favoriseraient l'adhésion, la confiance aussi du public par plus de transparence. Donc, tous ces éléments-là permettraient d'avoir que la mise en place de l'indice de durabilité soit un succès. Et pour conclure, dans le cadre de cette étude, on a vraiment creusé la mise en place, comment on pourrait mettre en place un indice de durabilité. C'est selon nous, évidemment, essentiel pour que la population ait accès à des meilleures informations au moment de l'achat des biens, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas en soi la seule des solutions qui doit être mise en place. Donc, il faut plusieurs solutions, que ce soit des mesures d'éco-fiscalité pour venir réduire justement le coût de la réparation, encourager ces pratiques-là, soutenir le milieu de la réparation, avoir aussi un accès aux pièces, aux outils. Tous ces éléments-là doivent
être prise en compte parce que en soi, l'indice de durabilité, c'est un outil de prise de décision qui est utile. On voit que ça influence aussi les pratiques des fabricants et c'est ce qui est souhaitable, là, tout à fait. Mais on ne doit pas non plus s'arrêter uniquement à ça. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, c'est dans une palette de solutions pour favoriser la mise en marché de biens durables et réparables. C'est ce dans quoi ça s'inscrit finalement, les propositions qui ont été faites. Donc, c'est ce qui conclurait cette présentation-ci. Je vais repasser la parole à Julie-Christine pour la période de questions. Merci Amélie, merci aussi Marc et Mérali pour vos présentations. Donc, justement, on serait rendu à la période de questions et de discussions. Donc, si vous avez des questions, c'est encore le temps de les poser là, dans le module questions. J'en vois 2 pour le moment qui ont été posées. Donc, je vais vous les adresser. Donc, la première peut-être plus pour Amélie, mais Mérali, Marc, n'hésitez pas à compléter. Seulement, Amélie, c'est parce que tu parlais de sensibilisation là, à la fin de ta présentation. Donc, la question qui a été posée, c'est comment la population sera éduquée sur la durabilité et aussi mise au courant sur la mise en place de cet indice-là. En fait, c'est un peu la raison pour laquelle on a recommandé qu'il y ait des campagnes de sensibilisation qui soient développées, qui soient déployées en parallèle de la mise en œuvre de l'indice de durabilité. Donc, d'une part, pour faire connaître l'indice, pour démontrer sa crédibilité, lui donner de la visibilité, donc au travers de communication plutôt de type publicité, mais aussi qu'il y ait une plateforme en ligne qui soit disponible à laquelle on peut se référer pour aller comparer, voir les différents appareils, voir leurs notes aussi dans le détail, parce qu'on veut avoir une note sur 10, mais on peut avoir aussi le détail des critères. Donc, de faire connaître l'indice auprès de la population. Évidemment, il y a de la sensibilisation en amont aussi à faire auprès des fabricants parce que eux-mêmes vont devoir y adhérer et donner l'information à un organisme indépendant pour que le calcul soit fait des notes des différents indices. Donc, voilà, ce serait essentiellement ces éléments-là. Je ne sais pas si Marc ou Mérali, vous souhaitez... Non, ça va. Ils font non de la tête. Donc, j'en aurais une deuxième qui, en fait, la question c'est, est-ce qu'il y a des initiatives réglementaires pour prendre en compte la durabilité et ou la réparabilité au Canada? Donc, Amélie, je pense que je te laisserai répondre aussi, si tu veux bien, puis vous pourrez compléter si jamais, mais je sais que tu sais la réponse. Donc, oui, en fait, les 2 projets de loi sont en cours d'adoption au Canada, les projets de loi C-244 et C-294. Ce sont des projets qui visent à faciliter le diagnostic, l'entretien et la réparation de certains appareils électroménagers électroniques qui ont des composantes électroniques, donc en modernisant la loi sur le droit d'auteur pour pouvoir outrepasser certaines mesures techniques, les TPM, donc j'ai oublié l'acronyme, qui vont en fait pour permettre la réparation. Après, à l'échelle fédérale, il y a une consultation, là, je l'ai mentionné rapidement en introduction, sur le droit à la réparation. Et une belle nouvelle aussi, dans le budget 2024, il y avait une mention en fait, un intérêt à explorer la faisabilité de mettre en place un indice de durabilité. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif de ce côté-là. Évidemment, on va voir ce qui s'en vient au courant des prochains mois, des prochaines années avec les élections. Mais selon nous, c'est un sujet qui est assez transpartisan parce que d'avoir des biens qui sont durables, qui sont utilisés par la population, donc pour pouvoir en avoir pour son argent dans un contexte économique qui est quand même assez difficile pour plusieurs personnes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et puis, au niveau québécois, on a une loi qui a été adoptée dont j'oublie toujours le détail du nom. Alors, je le retrouve ici. C'est la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens.
Donc, plusieurs mesures, dont une garantie de bon fonctionnement pour des catégories de biens qui sont les usual suspects, donc ceux qui brisent le plus fréquemment. Peut-être Marc pourra en donner un petit peu plus de détails là, à ce sujet-là, parce qu'on attend des règlements qui vont venir préciser comment ça va s'articuler, cette garantie-là. Mais il va y avoir aussi une garantie de disponibilité des pièces de remplacement qui va prendre effet en 2025. Donc, c'est quand même bientôt. Et donc, ce sont des éléments qui vont venir favoriser aussi le droit à la réparation. Merci, Amélie. Est-ce que Marc, tu voulais compléter ou non? Amélie t'avait pointé du doigt, mais pas de... Parfait. Super. Il y avait une troisième question dans le chat qui est peut-être un peu plus... je sais qu'on s'y est pas attardé dans l'étude, là, donc pas de stress si vous avez plus de difficultés à y répondre, mais je la trouvais tout de même intéressante. C'est en fait dans un contexte d'appel d'offres, la personne dit qu'il il est difficile là, de demander un indice de durabilité. Est-ce qu'on aurait des suggestions pour ça? Est-ce qu'il devrait y avoir un porteur ministériel, par exemple, pour l'indice? Donc, je vous laisse... répondre si vous avez une piste de réponse pour cette personne. Je crois que dans un appel d'offres, on peut mettre des critères minimums de qualité. Et donc, si on disait que, par exemple, pour l'acquisition d'appareils électroniques pour un ministère ou un organisme, il faut que le soumissionnaire propose des produits qui ont, par exemple, au moins une note de 8 sur 10 en termes de durabilité. Mais ça peut être un moyen de l'intégrer dans un appel d'offres. Ça pourrait être aussi peut-être dans la stratégie gouvernementale de développement durable au niveau provincial. À l'échelle fédérale, il faudrait voir quel ministère est plutôt responsable du tout. Mais je crois que c'est tout à fait possible de l'intégrer là, dans des processus d'appel d'offres. Et après, quel ministère serait responsable? Je pense que si on a des exemples et qui peuvent être transposés à l'échelle de plusieurs ministères, certains sont plus du côté de l'approvisionnement. Marc, je ne sais pas si tu as un exemple de comment est-ce que ça se passe, par exemple, au niveau provincial de ce côté. Oui, au niveau provincial, effectivement, de plus en plus, on inclut de plus en plus de critères, des co-responsabilités au niveau gouvernemental, mais au niveau des municipalités aussi. Et même les grands donneurs d'ordre, hein, des fois, on les oublie, là, mais on a des grandes entreprises au Québec là, qui incluent de plus en plus les critères des co-responsabilités. Et donc, ces critères-là varient évidemment selon les types d'appels d'offres, selon les situations, mais c'est quand même possible maintenant d'inclure ce genre de critères de durabilité-là, tout à fait. Merci Marc, Amélie. Je ne vois pas d'autres questions dans le module de questions, là, mais n'hésitez pas, il nous reste encore un petit 10 minutes. Mais moi, j'en ai de mon côté. Donc, pour toi, Marc, mais Amélie, tu pourras peut-être compléter aussi. En fait, tu en as parlé un petit peu dans ta présentation, mais comment on pourrait choisir les catégories de biens qui seraient visés par un OAI-DP? Donc, tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu pourrais un peu plus développer sur comment on pourrait les choisir? Oui, en fait, c'est la littérature aussi largement mise de l'avant. Donc, est-ce qu'on devrait y aller dans une approche un petit peu universelle, mur à mur, dans laquelle on déploie des critères sur l'ensemble des produits, par exemple? C'est l'avantage d'être simple, c'est l'avantage d'être clair pour tout le monde. Il n'y a pas de variabilité et de changement d'une catégorie à l'autre. Par contre, que la littérature des experts mentionnait largement, c'est que ça manque de précision. Il y a des critères qui s'appliquent mal sur différents produits puis sur d'autres produits. Puis finalement, on est obligé d'un peu de niveler vers le bas les critères. Et donc, on perd peut-être un petit peu l'essence d'aller chercher l'information supplémentaire sur la durabilité d'un produit ou plus spécifique. Donc, ça revient à dire on devrait déployer par catégorie. On gagne en précision, on gagne en qualité d'information. Ça permet de mieux discriminer les produits, d'aider les consommateurs à choisir. Maintenant, par quel produit on devrait commencer? C'est un peu ce que je présentais tantôt. Donc, on devrait commencer par, premièrement, des produits pour lesquels il y a une consommation assez grande. Donc, ça touche beaucoup de population, pour lesquels il y a une rotation de ces produits-là assez élevée et peut-être de plus en plus élevée. Donc, évidemment, on pense rapidement aux produits électroniques et aux produits aux électroménagers, qu'ils soient petits ou gros. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de voir ceux qui tombent le plus souvent en panne. Bon, finalement, je pense que
encore une fois, produits électroniques, électroménagers, ça touche encore ces critères-là. Et bon, qui sont sujets à l'obsolescence aussi, que ce soit esthétique ou psychologique, donc qui sont dépendants de la mode en quelque sorte. Et ça, c'est important aussi de les considérer parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent rester dans le système le plus longtemps possible. Donc, d'amener des critères d'évolutivité là, que je parlais tout à l'heure, de faire en sorte que ces produits-là sont évolutifs. Ils peuvent se modifier, se transformer dans le temps et donc rester au bout du jour, en quelque sorte, ou rester répondre de façon constante aux besoins évolutifs des consommateurs. Et bon, qui ont une certaine valeur aussi. Donc, plus le produit est cher, plus ça devient un produit intéressant à fournir de l'information sur la durabilité. Et bon, je parlais d'empreinte écologique qui était peut-être un peu moins clair, mais dans le sens où c'est important quand même que les produits qu'on veut rendre durables, il n'y ait pas une enfin, qu'ils ne deviennent pas plus impactants au niveau environnemental que des nouveaux produits. Donc, ça, c'est à considérer. Je donnais l'exemple de la voiture tout à l'heure. Donc, au final, quand on met ces critères-là ensemble, souvent, on retombe assez rapidement sur les produits électroniques et les électroménagers, qu'ils soient gros ou petits. On tombe aussi sur tous les produits de mobilité là, qui poussent un peu partout là, avec les trottinettes électriques, les vélos électriques, donc qui ont de plus en plus de technologies, qui ont des études un peu plus grandes aussi, donc à cause des batteries, à cause des composantes électroniques. Donc, c'est ces genres de produits-là qui pourraient être visés, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait viser éventuellement d'autres produits. Mais disons que si on se fie à ce qui se fait en Europe présentement, c'est plutôt ces produits-là là, actuellement qui sont assujettis aux OIDP de façon générale, mais aux indices de réparabilité et durabilité aussi, de façon plus spécifique. Merci Marc. J'aurais une question pour Mérali cette fois-ci. Donc, dans les entretiens que vous avez faits, vous avez collecté beaucoup d'informations. Donc, je t'ouvrirai un peu la porte à peut-être détailler un peu plus sur d'autres éléments ou d'autres paramètres qui ont été soulevés par les participantes, peut-être qui ressortaient un peu de la question que vous leur avez posée, qui allait un peu en dehors. Bref, si tu veux détailler un peu plus sur d'autres éléments que tu veux nous amener, que tu n'as pas abordé pendant ta présentation, je te laisserai y aller. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ouvrent beaucoup de perspectives. Là. Et surtout pour les personnes en situation ou en territoire éloigné, il y avait cette notion-là. Pourquoi vous ne nous parlez pas de seconde main? C'est quoi est-ce qu'on pourrait pas trouver des façons de favoriser l'achat de seconde main avant d'aller vers des objets durables, avant d'aller vers des objets réparables? Fait que, ou de favoriser les appareils, comme on mentionnait tout à l'heure, là, un peu low-tech, qui demandent très peu d'actualisation, très peu d'entretien à la base. Là, il y a vraiment plusieurs personnes du Yukon qui m'ont parlé de ces réalités-là. Il y avait aussi la question du cycle de vie, de la prise en charge à la suite de la fin de vie d'un objet. C'est des éléments qui étaient quand même intéressants, encore là, mais pas seulement dans les territoires éloignés, mais quand même... si je pouvais avoir cette information, peut-être que ça transformerait mon désir de l'acheter ou pas. Là, donc, si je sais pas quoi faire avec cet objet-là ou si je sens que le fabricant, ça me donne pas des dispositifs pour favoriser, c'est ça, le recyclage ou des dimensions comme ça. Fait qu'il y a des choses comme ça qui ont été soulevées. Et il y avait aussi la notion, pour peut-être embarquer sur la notion d'évolutivité des critères. Il y a certaines personnes aussi qui ont mentionné le fait qu'ils aimeraient y contribuer, eux, qu'il y ait des plateformes où ils peuvent vraiment parler de leur expérience, de la durabilité des produits et que ces dimensions-là puissent ensuite être reflétées dans les critères de manière peut-être plus organique ou en tout cas, fait que c'est des choses comme ça qui ont émergé des entretiens. Merci, Mérali. Donc, je ne vois pas d'autres questions dans le chat ou le module questions. Donc, je terminerai notre événement à ce moment-ci. Mais avant qu'on se quitte, je voudrais bien évidemment remercier nos 3 panélistes d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui puis de nous avoir si clairement présenté les résultats de cette grande recherche-là. Et je remercie évidemment tous les participants et les participantes de nous avoir écoutés aujourd'hui. On reste disponible par courriel si vous avez des questions. Donc, je vous souhaite une excellente journée puis au plaisir d'échanger là avec vous sur le sujet.